Yorana Hanege et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Le vieillissement de la population soulève des questions sur la prise en charge des matahiapu, en particulier lorsque ceux-ci perdent une autonomie, qu'elle soit physique ou mentale. Parlons justement des aidants, ceux qui au quotidien apportent soutien et réconfort à nos matahiapu, et pour cela, accueillons d'un côté Josiane Bonnet, responsable de la cellule de protection des personnes en perte d'autonomie de la DSFE Yorana. Et de l'autre, nous avons Jacqueline Lyonnais, aidante et membre d'honneur de Polynésie Alzheimer, et Annette Levin, membre de Polynésie Alzheimer. Yorana. Alors, on va commencer avec Josiane pour avoir un état des lieux finalement concernant cette population qui vieillit, de nos matahiapo qui ont de plus en plus besoin de soutien et de ces aidants finalement. Ah oui, alors effectivement, la population est vieillissante. On l'a constaté dans les derniers chiffres du recensement dernier. Aujourd'hui, plus de 12% de la population est âgée de plus de 60 ans et on va vers une augmentation réelle, certaine, de ce vieillissement de la population. Et donc, ça emmène petit à petit un besoin croissant de ces aidants? Cela va nécessairement engendrer des besoins pour ces personnes, qu'elles soient autonomes ou non autonomes. Alors, tu es la responsable de la cellule de protection des personnes en perte d'autonomie de la DSFE. Finalement, c'est quoi votre mission, la mission de votre cellule par rapport à ce sujet? Alors, notre mission, c'est la protection de toutes ces personnes qui sont dans cette situation de perte d'autonomie, de besoin d'avoir un soutien, voilà, la mission principale, c'est l'accompagnement de ces personnes dans la continuité de leur vie. Alors, on parle d'aidants depuis tout à l'heure, mais Annette, en 2011, quand tu es entrée dans Polynésie Alzheimer, ce n'était pas le terme. On parlait de garde malade, de dame de compagnie. Aujourd'hui, on parle d'aidants fétis, d'aidants professionnels, d'aidants familiales. Finalement, c'est quoi la différence entre tous ces termes? Est-ce que tu peux nous expliquer, Annette? Alors, de mon époque, moi, garde malade, c'est quelqu'un qui s'occupe des personnes qui sont à la maison. Tout simplement, ou bien une dame de compagnie qui vient le matin s'occuper de la personne qui est en perte d'autonomie. Et jusqu'à 2011 où j'ai dû intervenir pour ma maman qui était déclarée Alzheimer. Donc, avec la fratrie, j'ai dit, on ne peut pas s'occuper de maman Alzheimer à la maison. Donc, il faudrait la placer dans un foyer. Donc, on a trouvé un foyer, un petit foyer, et il y avait 3 ou 4, à cette époque, je les appelais gardes malades encore. Hein. Et là, je me suis aperçue que les gardes malades ne savaient pas comment prendre en charge ma maman. Finalement, les gardes malades portaient bien leur nom. En fait, ils gardaient juste les malades. Voilà, des malades. Et moi, ayant fait une formation de licence de psychologie, donc j'ai fait une formation dessus sur les Alzheimer. Donc, je suis intervenue au foyer pour donner des conseils justement aux gardes malades, comment il faut s'occuper des Alzheimer. Donc, j'ai donné des conseils et les gardes malades se sont bien occupés de ma maman. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail des conseils à donner aux aidants. Peut-être ce sera pour une autre émission. Mais je pense que j'ai bien aidé les gardes malades. Et ma maman a vécu quand même 7 ans dans ce foyer-là. Avec des soins un peu plus adaptés puisque tu les as guidés. Adaptés. Il y a eu beaucoup moi je vais dire, d'expérience aussi bien pour elle que pour moi. Dans la même idée de ton vécu, il y a aussi à côté de toi du coup, Jacqueline, qui a eu la même expérience il y a 10 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience, pardon? Oui, Harry, voilà, je reviens 10 ans en arrière.
Mon papa a été atteint d'Alzheimer, diagnostiqué en 2012. Il avait 86 ans. Mhm. Après une petite période d'incompréhension avec des symptômes qui interrogeaient la famille, qui dérangeaient la famille. Le neurologue, un neurologue du libéral à l'époque, l'avait examiné, avait fait quelques tests et avait déclaré la maladie d'Alzheimer. Et c'était important pour nous de mettre un mot sur ce qu'il avait. Ça nous a permis, à moi surtout, de commencer à me renseigner sur la maladie. Et ça m'a permis, donc, grâce à Aidons les nôtres face à la dépendance, qui est une association française qui a un site internet avec un forum, avec des professionnels comme le gériatre, les psychologues qui pouvaient répondre à mes questions. Mhm. Ça m'a permis d'avoir des premières réponses à mes questions et ensuite d'organiser les aides. Et j'ai trouvé les aides qui existaient à l'époque. J'ai fait le tour de ce qui existait comme aide après la pose du diagnostic. Donc, une prise en charge à 100%, un carnet rouge, une maladie chronique qui était déclarée à la CPS. Ça nous a permis de démarrer la prise en charge intrafamiliale. J'ai eu la chance d'avoir une famille soudée autour de la prise en charge de mon papa et de ma maman qui, tous les deux, ne parlent pas français. Nous avons toujours été finalement aidants toute notre vie autour de nos parents et de leurs besoins. Et puis, la prise en charge a été répartie. Donc, l'aidant qui vit au quotidien étant une de mes nièces qui souhaitait vivre avec eux, a été formée. Donc, d'où la nécessité d'intégrer Polynésie Alzheimer. Donc, j'ai été en charge de la première formation des aidants. Et on va parler justement de ces formations. Finalement, Josiane, quand on regarde les deux profils qui sont sur le plateau, elles n'ont pas forcément choisi d'être aidantes, mais elles le sont devenues malgré elles. Comment est-ce qu'on devient aidant? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans ce sens? Alors, comme elle l'explique très bien, Annette et Jacqueline, il y a des aidants que l'on ne connaît pas officiellement, mais qui font fonction d'aidants dans la famille, qui sont aidants naturellement. Hein. Et puis, c'est suite à ce constat-là de ces personnes qui interviennent à domicile que la DSFE a été sensibilisée, alertée sur cette activité, on va dire ça comme ça, une activité, en tout cas leur présence auprès d'un proche, et s'en est découlé toutes les aides, formations, prise en compte de ces situations pour en arriver aujourd'hui à mobiliser des formations, mobiliser des travailleurs sociaux, mobiliser des associations dans le cadre de cette fonction d'aidant à domicile. Un mot important que tu as utilisé, c'est alerter. Pourquoi? Parce que justement, comme elles l'ont dit, les aidants ne sont pas forcément formés, adaptés, et il fallait remédier à cette situation? Alors oui, alerter parce que ils sont dans l'inconnu. Ils agissent dans un petit peu l'invisible. Et puis, c'était aussi reconnaître cet invisible. Ceux qui peuvent se permettre, parce qu'il y a une mobilisation familiale, comme il y a une solidarité familiale, ça se passe bien. Personne ne va s'inquiéter. Mais à contrario, ceux qui sont seuls et démunis, c'est un peu plus complexe. Exactement. Pour ceux qui sont seuls, isolés, pour ceux pour lesquels ça va impacter dans la vie quotidienne, des personnes qui ne pourront pas aller chercher du travail, qui vont être coincées à la maison et dépendre finalement de la personne qu'ils aident, dépendre de la société parce qu'ils vont avoir besoin eux-mêmes de nourrir leur famille. Ces personnes-là, c'est eux qui nous ont alertés. On ne les connaissait pas. C'est eux qui sont venus vers nous en disant alerte, nous avons aussi besoin, on est en difficulté. Les aidants ont besoin d'aide. Je vois qu'Annette veut réagir à tes propos. Oui, alors justement, à ce sujet-là, comme elle dit qu'on ne les connaît pas, et effectivement, moi, de garde malade, de dame de compagnie, jusqu'à aujourd'hui,
Bon, le mot aidant, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont aidants. Alors nous, en tant qu'association Alzheimer, on essaie justement de donner des journées d'information, et non pas de formation, d'information, et on fait appel donc dans les mairies d'intervenir et le service social de prévenir les personnes qui ont des malades ou des personnes pathologiques à la maison, qui s'occupent des personnes à la maison, mais ces personnes-là ne savent pas qu'ils sont aidants. Alors, eux, on les informe qu'il y a une journée d'information à telle mairie. Venez écouter. Donc, de plus en plus dans nos journées d'information, il y a un peu plus de personnes qui viennent et qui posent des questions justement, comment il faut prendre soin de leurs parents. Parce que pour eux, c'est toujours papa, maman, grand-père, grand-mère, et moi, je suis mon toit, ou c'est tout. Et donc, mais c'est normal ils ne donnent pas le mot d'aidant. Ouais, ils ne savent pas. Et c'est là qu'en donnant ces journées d'information, que ces personnes-là, après, à la fin, ah, d'accord, ok, je suis donc dans le statut de aidant. Donc voilà, maintenant, le mot aidant devient de plus en plus courant. Et ils peuvent se présenter justement au service social pour faire des demandes d'aide. Et voyons justement en quoi consiste ce métier, cette situation, ce statut d'aidant avec Jacqueline. On l'a vu, on parle de situation qui est parfois difficile, chronophage, exigeant, puisqu'il y a des soins à apporter et des soins qui doivent être adaptés. Dis-nous tout, quel est le vécu que toi tu as eu? C'était quoi une journée type finalement? Alors la journée type, en fait, j'avais pas de journée type. En fait, c'était toute une organisation que j'ai dû mettre en place avec l'aide de ma famille, l'aide d'infirmières à domicile, l'aide d'aide de vie. Par moment, on avait besoin d'avoir quelqu'un pour nous soulager. En fait, je pense qu'il y a dans une famille une personne quand même qui organise, le répartit. Si possible, bien sûr, selon comment fonctionnent les familles. Aujourd'hui, les familles fonctionnent toutes différemment. Il y a des familles qui sont monocellulaires, d'autres qui sont encore sous le type communautaire, avec une entraide intrafamiliale, intergénérationnelle. Ça, c'est le cas de notre famille. J'ai mes parents qui ont accueilli ma sœur et son mari et leurs 4 enfants, donc qui ont vécu ensemble tous les 8 pendant plusieurs années. Ils ont bien fonctionné jusqu'au jour où mon papa développe la maladie. On s'est aperçu que c'était plus possible de vivre avec plusieurs générations. Ça a provoqué des tensions. Donc, on a dû, nous, sous le conseil du neurologue, le placer dans une maison d'accueil. À l'époque, ça a duré 4 mois jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y avait de la maltraitance. Il y avait de l'alcoolisme parmi la responsable. Donc, on a choisi de retirer mes parents, trouver une autre solution. On a loué une maison, le temps, avec une des nièces qui voulait vraiment vivre avec eux, qui avait grandi avec eux et qui s'apprêtait à faire l'école d'infirmière. Donc, elle avait les capacités je lui ai dit, mais il faut que tu suives une formation. C'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai été donc en charge d'organiser la première session de formation des aidants. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues, des aidants familiaux, des professionnels, des infirmières. Il y avait vraiment du secteur social aussi. C'est là qu'on a étudié les besoins de former toutes les personnes qui sont en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Et l'Alzheimer fait partie des maladies très, très difficiles, éprouvantes, compliquées à gérer. Ça peut durer 3 ans à 20 ans, selon les patients. Et on s'est aperçu que la formation était indispensable pour qu'il y ait de la compétence, il y ait de la compréhension et surtout ça permettait de mieux savoir faire face à la maladie et la prise en charge au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Et ça tombe bien puisqu'en ce moment, il y a une mission d'information sur l'accompagnement des personnes en fin de vie et ça a commencé depuis fin octobre. Dis-moi, Josiane, pourquoi ça devient nécessaire? Alors, ça devient nécessaire parce que, comme je le disais tantôt, la population est vieillissante et que le degré de dépendance il va grandissant. C'est une nouvelle maladie, même si aujourd'hui on en parle comme une maladie, comme une autre. C'est une nouvelle maladie qu'on découvre, hein, et il nous faut comprendre, faire un état des lieux
de ce qui existe, de la situation de ces personnes âgées, dans quelles conditions ils vivent, dans quel état ils sont. Cette mission d'information, elle nous permettra d'avoir une visibilité, une cartographie de ce qui existe aujourd'hui sur le terrain, pas seulement les personnes qui sont connues du service social, mais aussi les autres personnes qui sont dans la même situation, mais qui vivent au sein de leur famille et dont on n'a pas connaissance. Alors, voyons voir avec les principales personnes intéressées. Vous attendez quoi, finalement, de cette mission d'information, de la reconnaissance des aidants, l'amélioration des conditions des aidants? On va commencer avec Annette. Donc, à ce sujet-là, pour les aidants, maintenant, je peux appeler aidants et non plus garde malade, parce que longtemps, j'ai eu du mal à comprendre aussi le rôle des aidants. Alors, moi, je pense que les aidants, ils ont besoin d'être conseillés sur le quotidien. C'est-à-dire déjà depuis le lever du patient jusqu'au coucher du patient, comment il faut s'en occuper. Et dans nos informations, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions, par exemple, qu'est-ce qu'il faut donner à manger? Par exemple, au Alzheimer, comment il faut le faire à manger? Comment il faut le lever? Comment il faut le faire prendre sa toilette? Parce que c'est surtout, comme dit Jacqueline, la personne Alzheimer, et bon, j'ai eu un cas, est différent des autres Matahiapo. Et je disais encore que chaque Alzheimer est différent aussi. Par exemple, son papa fonctionne différemment de ma maman. Mais l'essentiel dans ces personnes qui sont Alzheimer, c'est que les dents, pas les dents, les dents, celle qui, j'ai encore du mal, qui s'occupe de la personne Alzheimer, ne différencie pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est elle, un autre jour, c'est elle. Alzheimer est complètement perdu. Alors, il faut toujours que ce soit les mêmes personnes qui s'occupent et ne pas changer les habitudes. Donc ça, c'est par exemple un des conseils que vous pourrez donner. Voilà, pour les aidants. Pour ce cas-là. Même les Matahiapo aussi, bon, qui sont un peu en perte de, je ne veux pas dire Alzheimer, mais en perte de mémoire, qui oublient, mais qui ne sont pas Alzheimer. Là, ça, il y a une différence aussi. Ceux qui ont la mémoire qui est due à l'âge, qu'on appelle la sérénité, et l'Alzheimer qui est dû aussi à perte de mémoire, mais avec des comportements différents. Donc là, on parle vraiment de Alzheimer, mais dans un point de vue plus global, on va dire. Jacqueline, est-ce que tu as aussi, toi aussi, des attentes par rapport à cette mission d'information? Alors, par rapport à la mission d'information, je vais plutôt parler en tant qu'ancienne vice-présidente, présidente, et puis formatrice des aidants, membre d'honneur. Donc, on a effectivement aujourd'hui le devoir, Annette et moi, de représenter l'ensemble des aidants qui ont eu à accompagner ou qui accompagnent encore la proche atteinte d'Alzheimer. Il s'avère aujourd'hui que la prise en charge spécifique des malades, c'est-à-dire un accompagnement bien particulier avec des structures qu'il faut, n'existe pas. Ça fait 10 ans qu'on le demande, donc un accueil de jour pour les patients qui ont un stade de début, pour stimuler la mémoire, pour que les aidants puissent avoir du répit, une équipe spécialisée Alzheimer qui vienne donner des conseils d'aménagement de domicile. Les plus urgents seraient vraiment une prise en charge adaptée au lieu de 12 séances d'orthophonistes à un stade avancé de la maladie. Ce serait un panier multidisciplinaire avec la gériatre qui serait ou une coordinatrice infirmière, avec vraiment un panier de consultations, de séances adaptées, avec psychologue éventuellement, mais 12 séances multidisciplinaires et adaptées aux besoins de chaque patient. Il y a aussi un besoin de répit, besoin de soutien psychologique, puisque la maladie entraîne les aidants dans des phases de vie qui les font déprimer. Les aidants sont en souffrance, souvent développent des maladies chroniques sans le savoir, parce qu'ils négligent leur propre vie, puisqu'ils sont dans
le soin du matayapo, du proche. Et dans ma propre famille, on a distingué justement, chacun pouvait apporter quelque chose. Ce que l'un ne pouvait pas apporter, l'autre, on s'est complété de manière à ce que personne ne s'épuise. On a formé notre nièce, on l'a payée. À l'époque, il n'y avait pas cette aide aidant féti et pas pour les ressortissants anciens salariés. Donc, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a des familles qui ne peuvent pas payer pour avoir de l'aide ou payer quelqu'un. Donc, il y a ça. Donc, la doléance de l'association, c'est aussi de se pencher sur les familles de classe moyenne qui ont un proche atteint d'Alzheimer ou peu importe les proches qui sont en nécessité de soins lourds, de grande dépendance. Et pour revenir à mon cas, mon papa, en fait, les 3 ans d'accompagnement, c'était vraiment la fin de vie finalement. De 86 ans à 89 ans, on a mis en place toutes les aides, l'aménagement du domicile. Et un jour, il est quand même tombé. Il a eu une fracture du col du fémur. Donc, avec ma nièce, on s'est relayé à l'hôpital 24 heures sur 24 après son opération. Et ça a été le début de la fin, puisqu'en rentrant, il n'a pas pu remarcher. Il a eu des soins lourds avec le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile, avec une équipe multidisciplinaire. Et nous, on a dû relayer, changer les couches régulièrement, parce qu'ils ne sont pas là 24 heures sur 24. Donc, c'est aussi ce message que je voulais donner à tout un chacun. Les soins lourds jusqu'à fin de vie, c'est très lourd. Donc, il faut être une équipe. Un aidant seul, un aidant féti, seul ne suffira pas. Donc, il faut de l'entraide avec des proches. Il faut absolument impliquer les enfants. Ce sont les premiers responsables. On l'entend, hein, ça se voit que c'est comment dire, une situation qui peut parfois être difficile à vivre. Est-ce que dans ce sens, Josiane, il y a par exemple des contrôles pour savoir si les aidants en question sont dans de bonnes conditions, voire même plus généralement des contrôles vis-à-vis de l'utilisation des indemnités aux aidants fétis, parfois. C'est malheureux à le dire, mais c'est le cas. Parfois, il y a des abus, parfois des violences. Est-ce que tu peux nous parler de ces contrôles pour savoir si la situation est aux normes? Oui, Ari. Alors, c'est dans le cadre d'un dispositif que on appelle aidant féti que moi, je peux parler de ces contrôles. Moi, je dirais plus accompagnement, puisque chaque personne qui bénéficie de cette aide est accompagné par un travailleur social. Donc, le travailleur social, il va avoir le même rôle que Jacqueline vient de décrire, c'est-à-dire celui qui va organiser aussi toute la partie gestion du quotidien de la personne âgée à domicile, avec et en soutien de l'aidant féti, de la personne qui intervient à domicile. Le contrôle, il se fait, oui, il est nécessaire, mais il ne se fait pas comme un contrôleur. On est là plus en soutien aux 2 personnes qui sont à domicile. On va soutenir exactement comme notre ami nous le décrit, c'est-à-dire permettre à l'aidant de souffler, de se diriger vers des professionnels qui peuvent être des professionnels du service social ou vers des associations, mais aussi mobiliser d'autres membres de la famille pour se relayer. Et c'est là aussi que l'on voit, comment dire, la solidarité familiale. Hein? Il y a exactement tout un panel de solutions, de possibilités. Nous organisons des groupes de parole avec tous les aidants régulièrement pour permettre à ces personnes de venir exposer leur vécu, leurs difficultés. Cela leur permet de se de se rencontrer entre eux, d'échanger sur leurs pratiques. Donc, oui, effectivement, il y a ce contrôle, il y a cet accompagnement, c'est nécessaire.
Et je pense que le premier pas va être d'aller faire un tour sur le site internet service-public.pf/dsfe pour vous renseigner sur ce sujet. On le sait, on l'entend, on le voit. Les aidants, c'est un statut qui est essentiel et ça mérite d'être soutenu. On en parlera peut-être plus longuement une fois que la mission d'information sera terminée. Nous, on arrive déjà sur la fin de notre émission. Alors, merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je peux ajouter quelque chose. On est vraiment sur la fin, excuse-moi Annette, mais je pense que la prochaine fois, on pourra en reparler plus longuement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce soir, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine et ça sera sur la fin de la saison des baleines. Bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VA Tahiti. Maururu itotatu faririra trahoma parhayana.